Allez, on plonge directement dans ces décryptages. Aujourd'hui, on va décortiquer une mécanique assez fascinante, la machine de l'État. L'idée, c'est vraiment de comprendre l'anatomie du pouvoir politique en lui-même. On va partir des grands idéaux philosophiques pour atterrir sur les vraies frictions de notre monde moderne. C'est absolument crucial si on veut piger comment tournent nos sociétés aujourd'hui. Pour structurer tout ça, on va avancer en 5 grandes étapes. D'abord, on définit ce qu'est le pouvoir politique. Ensuite, on parle de pacte et de territoire, de la fameuse domination légale rationnelle, de ce qui se passe quand la machine s'enraye. Et enfin, on finira sur la crise de légitimité actuelle. Première étape, le pouvoir politique, c'est quoi exactement? C'est le moment d'isoler ce qui rend cette autorité-là si différente des autres formes d'influence. Bon, à la base, le pouvoir, c'est simplement le fait d'obtenir de quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas fait spontanément. Mais le pouvoir politique, c'est une toute autre dimension. C'est l'encadrement très institutionnalisé de toute une société, et ce sur un territoire bien précis. Ce n'est pas juste une petite influence de passage, non. C'est l'autorité suprême, celle qui a des règles claires pour maintenir le groupe ensemble et honnêtement éviter que ce soit le chaos total. Et on voit tout de suite la différence avec le reste. Le pouvoir dans une famille ou dans une entreprise, ça reste dans la sphère privée. C'est très limité à un groupe spécifique. Le pouvoir politique, lui, il s'applique à la société entière. Il est totalement souverain. En fait, c'est carrément lui qui va venir fixer les limites et encadrer juridiquement les pouvoirs économiques et la sphère privée. Il chapeaute tout. On passe à notre deuxième point, le pacte et le territoire. Comment ce fameux pouvoir suprême s'organise-t-il concrètement sur le terrain? Ce qui est dingue en démocratie, c'est que ce pouvoir ne repose pas juste sur la force pure, mais sur un accord. Si on remonte un peu le temps, le philosophe Jean-Jacques Rousseau, dès 1762, disait un truc essentiel. La légitimité, elle vient d'un contrat librement consenti par les citoyens. C'est le fameux contrat social. Ce pacte fonde la volonté générale et donne la souveraineté au peuple. Et pour voir comment ça se traduit dans la vraie vie, regardons de près les réformes territoriales de Sébastien Lecornu, prévues pour mai 2026. C'est le parfait exemple de l'État qui tente de réorganiser son emprise sur la société et son territoire. L'objectif, clarifier un vrai millefeuille de compétences entre communes, départements et régions. On simplifie les règles sur la construction ou l'habitation, on donne plus de poids aux préfets. Bref, on resserre les boulons pour que la machine étatique reste efficace et ancrée dans le réel. Mais attention, ce pouvoir n'a pas tous les droits. Pour éviter qu'on bascule dans l'arbitraire d'une dictature, il est surveillé de très près. Prenez l'exemple du Conseil constitutionnel en mai 2026, qui a dû vérifier des lois sur les commissions de rémunération des artistes dans le Code de la propriété intellectuelle. C'est fascinant quand on y pense. Le pouvoir politique s'auto-limite par le droit. Ce qui nous amène à notre troisième partie sur la domination légale rationnelle. Comment l'État fait-il pour s'assurer qu'on lui obéisse au quotidien? C'est là qu'entre en scène le grand sociologue Max Weber. Il a théorisé un concept ultra important, la domination légale rationnelle. En gros, dans nos démocraties modernes, on n'obéit pas par soumission aveugle au charisme d'un chef. Non, on obéit parce qu'on croit en la valeur et la légitimité de la loi. L'autorité est respectée tout simplement parce que la règle est perçue comme juste et rationnelle. C'est légitime en théorie. Sauf que, et c'est là le gros paradoxe soulevé par Léon Trotsky et repris par Weber, même s'il s'appuie sur le droit, tout État est ultimement fondé sur la force. La violence, c'est son outil exclusif. Grâce au cadre démocratique, l'État s'octroie ce fameux monopole de la violence physique légitime. Du coup, l'obéissance devient un devoir civique, et la coercition ne sert théoriquement qu'à faire respecter la loi. Mais voilà, partie 4, quand la machine s'enraye, que se passe-t-il quand ces magnifiques théories académiques se crachent violemment contre la réalité bien complexe de notre société? Sur le papier, on l'a vu, le pouvoir politique est souverain, c'est lui qui cadre l'économie. Mais dans les faits, il est impossible de nier que le pouvoir économique a une influence monumentale sur l'État. Des grands groupes économiques financent carrément certaines campagnes électorales, ça vient sérieusement fracturer ce bel idéal de souveraineté institutionnelle parfaite. Et sur le terrain de la corruption, les exemples font mal. L'affaire des emplois fictifs du RPR est un cas d'école. De l'argent public de la mairie de Paris détourné pour financer le parti de Jacques Chirac. Le scandale éclate au grand jour en 2004 et en 2011, bim, l'ancien président est condamné pour détournement de fonds publics. Inutile de dire que ça brise complètement l'image d'intégrité absolue de la machine étatique. Par ailleurs, ce monopole de la violence légitime de Weber, il est contesté comme jamais auparavant. D'un côté, on voit exploser les plaintes pour déviance violente et accusations de bavure policière, avec des ONG et des avocats qui dénoncent de graves atteintes aux droits individuels. Mais de l'autre côté, c'est l'institution policière elle-même qui craque sous la pression. Il y a de plus en plus de policiers qui démissionnent, un taux de suicide effrayant, quand ils ne se font pas carrément tragiquement tuer en service. Le contrat social autour de l'usage de la force est fissuré de toutes parts.
Tout ça nous mène tout droit à notre dernière partie, une véritable crise de légitimité, une fracture structurelle qui secoue violemment les fondations du pouvoir politique depuis une décennie. Les symptômes de cette crise, ils clignotent en rouge partout. Au niveau législatif, la récente dissolution de l'Assemblée nationale a créé une instabilité majeure. L'exécutif se retrouve avec une faiblesse structurelle évidente, marquée par la nomination de gouvernements minoritaires. Et dans la société en général, c'est une polarisation extrême des forces politiques. Exercer le pouvoir aujourd'hui, c'est devenu un exercice d'équilibriste hyper instable. Alors, pour conclure ce décryptage, on est obligé de se poser la question finale. Avec cette érosion spectaculaire de la confiance, la corruption et toutes ces fractures institutionnelles, est-ce qu'on n'assiste pas à une délégitimation définitive de ce pouvoir légal rationnel défini par Weber? La remise en question du monopole de la violence et la crise de notre contrat social soulignent l'immense défi actuel. Comment les institutions de demain vont-elles réussir à restaurer la cohésion de notre société? Ça, c'est le grand défi de notre époque.